01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique. Frédéric Simotel sur BFM Business. Bonjour, bienvenue dans cette émission BFM Business, 01 Business l'hebdo. On parle d'innovation, on parle de transformation numérique. Nous enregistrons cette émission aujourd'hui depuis le forum Modern Business Experience organisé par Oracle au Carrousel du Louvre à Paris. Voilà, on va être pendant 1 heure à parler de ressources humaines dans les transformations digitales. On va aussi parler, ce sera dans la deuxième partie de l'émission, d'expérience client. Et oui, c'est un thème important dans la transformation digitale. Et puis, on aura aussi avec lui des startups. On va parler blockchain, on va parler services clients. Voilà, c'est pendant 1 heure, c'est sur BFM Business. BFM Business, restez avec nous depuis le Carrousel du Louvre. 01 Business Forum, l'hebdo, le débat. Notre premier débat aujourd'hui depuis le forum Modern Business Experience au Carrousel du Louvre. On va parler des RH dans la transformation digitale. Et oui, la transformation digitale, on parle souvent de tout ce qui est les technologies, de tout ce que ça peut changer dans les nouveaux services, les nouveaux business models. Mais il y a aussi l'important, c'est dans l'entreprise, c'est comment on travaille avec les collaborateurs, comment on change toute cette expérience, comment on trouve les bonnes compétences, comment on insuffle cet esprit numérique dans l'entreprise. Et on va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite avec nous Étienne Delobel, il est vice-président système d'information RH chez Ipsos. Bonjour. Bonjour. Étienne, merci d'être avec nous. À vos côtés, Julie Kranga, vice-présidente des systèmes d'information de Technique FMC. Bonjour. Bonjour. Julie, merci d'être avec nous. Et puis Patrice Barbedette, vice-président application Oracle. Bonjour. Bonjour Patrice et merci d'être avec nous. Tiens, je vais démarrer avec vous Patrice. Lorsqu'on parle des RH, lorsqu'on parle de transformation digitale, le mot RH, ça vient pas tout de suite dans la phrase et pourtant c'est sans doute le thème le plus important. Ah, effectivement, on considère qu'effectivement c'est un thème extrêmement important parce que on parle beaucoup dans transformation digitale de la relation qu'ont les entreprises avec leurs clients, le côté consommateur, le côté B2C que l'on connaît tous, mais pour qu'il y ait cette satisfaction client, ça part déjà de l'engagement des salariés et c'est pour ça que la transformation digitale pour les salariés est extrêmement importante. Il y a quelques entreprises qui ont d'ailleurs commencé leur transformation en partant des salariés, si je prends l'exemple de Engie qui est l'un de nos clients. Et justement parce qu'ils ont vu que c'était cet engagement des collaborateurs qui allait permettre de faire et rendre effective cette transformation digitale. Alors Julie Kranga, vous êtes vice-présidente des systèmes d'information technique FMC. Technique, on est dans un monde très industriel et pourtant l'industrie est en train de faire un grand pas dans la transformation numérique. Tout à fait. Chez Technip FMC, on a commencé l'aventure du RH digital en 2009. À l'époque, on était vraiment des précurseurs sur le marché. Et on s'est lancé dans l'aventure pour permettre à tous nos collaborateurs d'accéder à une plateforme unique dans tous les endroits où on est dans le monde. On est présent dans 48 pays et tout le monde peut se connecter sur une plateforme unique avec des processus uniques. Donc à introduire beaucoup de transparence dans la façon dont on gère les collaborateurs, dont les managers gèrent leurs équipes. Et alors comment on réussit donc on suppose que depuis 2009 ça s'est considérablement accéléré, les outils, les modes de travail, il y a plus de collaboratifs, il y a les réseaux sociaux qui sont venus se greffer là-dessus, il y a le mobile qui a pris une part encore plus importante. Comment on réussit dans une entreprise comme Technip, je l'ai dit, très industrielle, très culture d'ingénieur, comment on réussit à insuffler cet esprit de culture numérique où on est plutôt dans l'agilité, faut aller vite, c'est l'innovation permanente, on test and learn. Donc chez Technip FMC, on fait beaucoup d'innovation technologique. Donc je pense qu'on a vraiment ça dans notre ADN. Et on a eu la chance d'avoir un DRH en 2009 qui a voulu vraiment lancer quelque chose de nouveau. On était, je pense, disruptif à l'époque sur le marché. Et on a réussi à engager facilement la communauté RH. Parce que ça a changé complètement le positionnement du RH par rapport au business. On est devenus des collaborateurs. Voilà, ils se sont impliqués davantage dans les process, dans les projets. Les managers sont devenus acteurs du développement de leurs équipes et pas non seulement des managers qui faisaient leur day-to-day business. Et on transforme la relation manager, la relation manager-employé et la relation du RH à l'entreprise. Pour avoir une idée, Technip aujourd'hui, c'est combien? Technip FMC, c'est combien de salariés? Donc nous sommes 44 000 collaborateurs dans le monde entier.
On travaille, on est une entreprise qui fait des projets dans le domaine pétrolier et gazier. On fait des projets assez extraordinaires, aussi bien au nord du cercle polaire arctique ou alors à 3000 mètres de profondeur. Pour les ingénieurs voilà. pétris de technologie, c'est le paradis. Hein. Il y a de la passion. Étienne Delebel, alors vous chez Ipsos, on imagine, c'est plein d'actualité en ce moment, les sondages, ça n'arrête pas. Alors expliquez-nous, vous, comment la transformation numérique, déjà, ça se traduit chez vous, et puis parler justement comment, parce que vous êtes vice-président des systèmes d'information RH, comment on réussit à embarquer tous les collaborateurs de l'entreprise autour de cette transformation digitale. Chez nous, l'objectif en fait, c'est de réduire tout ce qui est aspect bureaucratique. En fait, la RH est perçue très souvent par les fonctions business comme un élément périphérique, un élément de bureaucratie, la gestion du personnel. Du personnel. Et en fait, on oublie souvent que la RH est un partenaire de transformation du business et que une RH bien gérée, c'est une RH qui permet d'aller plus loin. Un manager qui trouve les bons collaborateurs, c'est un manager qui va aller plus loin dans la réalisation de ses objectifs. Et en fait, pour ça, il faut que cette RH aille d'un état justement de gestion de contrat, de gestion de la paie, qui est nécessaire, qui est essentiel dans le quotidien, à une RH de création de valeur. Et en fait, pour ça, effectivement, aujourd'hui, on a tous des téléphones portables qui nous aident au quotidien, qui ont changé nos vies. Et en fait, les outils RH ont la même vocation à nous rendre agiles, dynamiques et capables de s'adapter aux changements, aux décisions qui changent, au business qui change. Comme nos téléphones portables nous permettent d'aller d'un endroit à un autre rapidement sans avoir à avoir notre petit livre sur Paris, etc., comme on le faisait avant. Patrice Barbenette, ça veut dire que pour un acteur comme Oracle, on change la façon de faire les outils. Les outils avant, voilà, c'était des outils pour accompagner l'entreprise pour être plus performante, etc. Mais aujourd'hui, comme vient de le dire Étienne, voilà, ces outils on doit les réfléchir autrement parce que ils doivent être davantage ouverts. Complètement. C'est-à-dire qu'avant, l'outil était pensé pour que l'utilisateur aille à l'outil, aille au système. Aujourd'hui, la façon dont on doit penser ces outils, et notamment sur le thème des ressources humaines, on va toucher une population extrêmement large. On touche tous les collaborateurs de l'entreprise. Là, on touche les 44 000 collaborateurs de Technip FMC, par exemple. L'idée, c'est qu'effectivement, ce soit la transaction ou l'action qui doit être menée par le collaborateur ou le manager qui vienne aux collaborateurs. Et en fait, tout se passe avec un téléphone portable. Il faut vraiment que on puisse rentrer dans ce que l'utilisateur va utiliser au quotidien pour mener l'action. Donc, on déporte le plus en plus d'actions directement sur les outils mobiles, le portable, l'iPad, bien entendu toujours sur des solutions classiques sur ordinateur. Et puis, on travaille essentiellement nos outils pour les penser en termes d'adoption par les utilisateurs. Donc, on est sur des formats qui ressemblent de plus en plus à ce que les consommateurs, à ce que nous, au quotidien, nous utilisons, de façon à ce qu'il n'y ait pas de rupture entre ce que le collaborateur vit dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle, et qu'il ait la même qualité de service, la même simplicité d'utilisation. Donc ça requiert beaucoup d'agilité, et chez Oracle, on investit énormément de temps dans nos équipes de développement sur cette expérience utilisateur. Voilà, expérience utilisateur. D'ailleurs, on reviendra, pas forcément dans le monde RH, mais dans la deuxième partie de notre débat sur cette expérience utilisateur. Julie Krangat de Technip FMC, comment on fait aujourd'hui justement dans cet univers numérique? On voit, il faut être agile, il faut aller vite, les profils sont en train de changer. Comment, quand on est comme vous, vous êtes vice-président du système d'information de Technip FMC, comment on fait pour travailler avec les projets, mais trouver des compétences qui sont plus celles d'hier. Voilà, comment on fait aujourd'hui dans ce cadre de transformation numérique? Je crois que notre force, c'est d'être au sein de la fonction RH. Donc, on a des cycles très courts entre les besoins du métier et les outils qu'on met à leur disposition. Et ça, c'est parce que beaucoup d'entre nous sommes à l'origine des RH. Et on forme des équipes mixtes avec des gens qui ont la fibre RH et des gens qui ont une fibre plus technique. Et on arrive à gérer ça ensemble. Et comme vous le dites, c'est nouveau pour tout le monde. C'est une aventure sur laquelle on travaille en étroite collaboration avec Aura, qui nous donne également, qui partage des best practices. Et c'est ça ce qui est beau dans le monde du cloud, c'est on partage des best practices aussi bien au niveau outils, mais aussi au niveau métier. Donc on progresse ensemble, métier et outils. Quand on dit dans les entreprises avec la transformation numérique, il faut créer un esprit start-up, insuffler ce nouvel esprit, ça marche aussi dans des entreprises comme la vôtre, c'est-à-dire casser des silos, faire des plus petites équipes, revoir un peu les modes de compétences, demander aux collaborateurs d'être plus autonomes, aux managers d'être plus des coachs
que des gros chefs de projet? Est-ce que vous essayez aussi de pousser cet esprit-là? Tout à fait. Dans mon équipe, moi, je cherche des chefs de projet qui sont capables de comprendre des besoins très rapidement, de livrer très vite. On est toujours en mode fast track. Après, les outils, ce que ça apporte aux collaborateurs, c'est qu'effectivement, ils sont en charge de leur développement grâce aux outils. Et le manager est le pilote, l'acteur de développement. En temps réel, sans qu'il y ait besoin de référer à une fonction RH qui devient moins statutaire. Donc vous essayez de faire en sorte que l'outil facilite, bon ça c'est son objectif quand même, l'un de ses objectifs initiaux en tout cas, facilite la vie du collaborateur, mais qu'il puisse lui-même, ça lui permet vous recherchez ça dans un outil RH, c'est qu'il soit un peu plus autonome. Tout à fait, le collaborateur peut postuler un job dans l'entreprise à n'importe quel moment, le collaborateur peut apprendre. Il va faire son e-learning lui-même, il demande rien à personne. Donc oui, c'est beaucoup plus basé sur l'innovation qui aide la prise de responsabilité à tous les niveaux. Et Étienne Delobel, oui. Mais en fait, on est en plein dedans. Quand on discutait tout à l'heure justement du téléphone portable, de nos apps sur nos téléphones, on est en plein dans ce changement de paradigme. Il y a 10 ans, 15 ans, la RH, comme je disais tout à l'heure, c'était cette fonction cachée. On allait voir quand on avait un problème, quand on avait un souci, il fallait discuter avec partenaires sociaux, etc. Aujourd'hui, en fait, la RH, ça devient une extension. Et comme Julie disait très bien à l'instant, le manager est un acteur de la RH. Le manager est un vecteur justement d'interaction entre l'entreprise et comme vous le disiez à l'instant, le coaching. On est en plein dans tout ça. Il n'arrive plus maintenant les gens ne restent plus cachés derrière leur ordinateur. Ils vont aller sur le site intranet chercher les documents contractuels pour les jours de vacances ou pour savoir comment ça se passe pour les bonus, etc. En fait, les gens vont au travers de cette connexion aux outils, de ces intranets qui sont de plus en plus développés, de ces intranets orientés service, c'est-à-dire que je suis moi l'acteur de ma carrière, je suis l'acteur de mon développement personnel, et en fait je vais travailler avec mon manager qui va être mon coach, et en fait c'est comme ça que ça marche, c'est-à-dire que c'est une synergie entre une fonction RH qui rend la transformation possible, des managers qui sont sensibilisés à leur rôle clé dans la gestion du talent. Vous posiez la question à l'instant de comment est-ce qu'on fait pour s'adapter. Et bien en fait aujourd'hui, grâce à des systèmes d'information dynamiques, on a des bases de données à jour où quand on pense à LinkedIn, on met notre profil à jour sur LinkedIn pour se vendre au sein de l'entreprise, le profil RH que les systèmes d'information tels que ceux que nous propose Oracle nous permettent de maintenir à jour, c'est la même chose. C'est-à-dire je me vends au sein de l'entreprise, je suis acteur de ma carrière parce que je suis en avance et je suis dynamique sur les informations qui me décrivent et qui permettent à l'écosystème de m'utiliser et justement de me sortir de ce modèle classique de la pyramide où j'ai pas le droit de sortir de mon équipe parce que mon manager ne va pas me laisser travailler avec mon équipe. C'est vrai, Julie Kranga, j'imagine vous vivez ça aussi au quotidien, c'est-à-dire des gens qui mettent parfois plus d'informations sur un LinkedIn que sur leur outil d'entreprise, de la même façon qu'ils vont être plus actifs sur des réseaux sociaux ou avec leur mobile dans leur vie privée que dans leur vie professionnelle. Et le but, c'est de leur dire non, il faut, voilà ce que vous faites là, faites-le aussi avec les... Tout à fait, mais c'est en train de changer parce que justement on introduit beaucoup de collaboratifs dans les outils avec lesquels on travaille avec Oracle. Donc par exemple le profil de l'employé devient public. Donc si mes collègues me voient, j'ai tendance à mettre plus de choses. Je fais ma pub comme je le fais sur LinkedIn. Et je peux également, par exemple, si je suis un expert dans un domaine, chercher d'autres experts qui sont à l'autre bout du monde, créer du lien et créer des communautés via ces nouveaux outils au sein de l'entreprise. Ça, j'imagine, voilà, on s'inspire de ce qui se passe sur les réseaux sociaux et des usages, surtout quand on en a Patrice Barbedette d'Oracle. Complètement. Nous, c'est ce qui drive toute notre réflexion produit. On n'est pas centré on n'est plus seulement dans un métier d'ingénieur centré sur lui-même où il faut avoir une performance optimale. On est ouvert sur le monde pour observer les usages. L'une des choses que l'on fait d'ailleurs avec nos clients, ce qu'on leur permet de faire, puisque vous parliez de start-up, c'est qu'on se dit que finalement, on doit leur donner les moyens d'agréger l'innovation et pas seulement la nôtre, mais aussi agréger l'innovation qui va venir des startups. Juste en France, il y a 300 startups ressources humaines. Certaines sont au sein du Lab RH notamment. Donc il y a un vrai terreau extrêmement intéressant pour nos clients. Dans les formations, tout ça. Dans tout domaine ressources humaines, que ce soit sur le candidat, sur le salarié, les formations, etc. Donc vraiment un terrain extrêmement et un terreau extrêmement riche. Et donc on leur permet finalement d'agréger avec notre plateforme ces différentes innovations. Et c'est aussi avec ce travail avec les startups que nos clients
finalement changent aussi leur mode de travail. C'est là qu'on voit des clients commencer à réfléchir en termes de sprint, faire du design thinking, intégrer des startups dans leur réflexion, et pas seulement au niveau de l'outil, mais aussi dans les façons de travailler. Donc on se voit, nous, pour apporter autre chose que de la technologie et des solutions, mais comprendre comment cet écosystème et cet environnement évoluent et comment les entreprises peuvent en tirer le meilleur profit. On arrive à mieux recruter, Étienne Delobel d'Ipsos, grâce à ces outils. Est-ce que ça... Voilà, d'être plus présent sur les réseaux sociaux. Enfin, est-ce qu'il y a cette transformation numérique permet de mieux faire connaître l'entreprise et de dire, par exemple, nous chez Ipsos, on recherche pas que des statisticiens, on recherche aussi d'autres. En fait, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que il y a la marque employeur qui est essentielle. C'est-à-dire que exister médiatiquement en tant qu'Ipsos donne envie à des gens de venir nous rejoindre. Après, il faut donner à ces gens-là le moyen de nous rejoindre pour le job qui va les intéresser et aussi de créer de l'envie pour des jobs qu'ils n'imaginaient pas. Et effectivement, tous les outils qu'on met autour du recrutement sont essentiels pour ça. De même, et on revient toujours, il faut que ce soit disponible dans la main au téléphone portable. Si c'est pas disponible dans la main au téléphone portable, on rate des candidats, on rate des talents. Et après, il n'y a pas que ça, il y a aussi la mobilité interne. Aujourd'hui, il faut que les collaborateurs puissent aller chercher leur prochain job. Et ça va avec justement le fait de se marketer à l'interne, les projets, les équipes, donner envie aux gens de faire savoir et communiquer non pas seulement sur les outils SIRH, mais sur les outils intranet, sur les outils extranet et sur les réseaux sociaux internes et externes. Oui, Patrice Barbedette. Un exemple par rapport à ça sur l'innovation qui est possible. L'innovation, elle est énormément dans le message et les outils sont là pour les rendre possibles. Je vais prendre l'exemple d'un de nos clients qui est une grande banque en Espagne. Finalement, ils se sont dit que sur un certain type de profil, ce qui était intéressant, c'est pas que les gens posent leur candidature, mais tout simplement qu'ils déposent une idée d'une entreprise que eux souhaiteraient créer. Et en fonction du résultat de cette idée, ils vont ou financer le projet, ou ils vont embaucher la personne. Et donc, il déplace complètement la façon de percevoir que le candidat va se positionner dans cette banque en leur disant, finalement, vous êtes tous des entrepreneurs, ce qui nous intéresse, ce sont plus vos idées que le fait de remplir un job. Julie Krangler, il faut revoir complètement la façon de faire ses CV aujourd'hui, alors c'est ça, il faut montrer les projets auxquels on veut participer, il faut être... c'est sûr qu'on crée une relation avec le candidat d'une façon très différente. Donc nous, on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer sur nos projets parce qu'on sait que c'est un facteur d'attraction très forte. Et donc ça permet aux gens d'établir un contact avec l'entreprise à l'avance. Après, les gens postulent beaucoup par LinkedIn. On a 400 000 utilisateurs LinkedIn. Si on prend notre site internet technipfmc.com, 20% des gens qui vont sur le site vont sur la page carrière. Donc on voit vraiment que y a une attractivité par les communications qu'on fait et après les gens vont sur LinkedIn et après sur les pages carrières. Donc c'est vrai un changement parce qu'on récupère les profils LinkedIn effectivement des candidats en premier lieu. Un mot Patrice Barbedette sur l'intelligence artificielle, on en parle aussi dans le monde des RH. Oui, oui c'est un des développements en cours, j'allais dire futur, mais non c'est en cours aujourd'hui. Complètement. Aujourd'hui, l'une des grosses fonctions des ressources humaines, c'est d'avoir notamment des centres de services partagés RH qui vont être en capacité de répondre à des demandes de collaborateurs sur des sujets aussi simples que j'ai besoin de tel document contractuel ou autre. Donc de plus en plus, dans ces centres de services partagés, on va voir apparaître des chatbots qui vont tout simplement prendre le relais des opérateurs classiques pour répondre à des transactions simples, avec à tout moment la possibilité pour le chatbot de dériver vers un opérateur physique qui va adresser des questions plus complexes. Et donc derrière ces chatbots, il y a de l'intelligence artificielle. Et donc au fur et à mesure, cette IA, cette intelligence artificielle va apprendre et pouvoir répondre à des questions de plus en plus complexes venant des collaborateurs. Étienne Delobel, on regarde ces innovations de près avec l'intelligence artificielle, rechercher ça, partie des réflexions. Ça interroge. Par contre, effectivement, je suis plus moi en mode observation. J'observe parce que la problématique des centres de services partagés, on y est tous confrontés dans nos métiers avec Julie ou moi. Mais il y a de la résistance parce que quand vous collaborez avec une fonction RH et que vous allez expliquer aux gens que leur boulot va être déplacé, vous rentrez dans une discussion qui devient complexe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus en observation et j'écoute les gens comme Patrice qui me vendent la RH back office de demain, mais je reste un peu prudent. Alors
ça va certainement arriver quand je ne sais pas, et voilà. Voilà, vous êtes à l'écoute. Julie Kranga, sur les innovations que vous attendez aujourd'hui sur des outils RH dans ce domaine? Pas forcément intelligence artificielle, mais vous, là, qu'est-ce que vous aimeriez avoir en plus aujourd'hui dans vos... Je crois que ce qu'on attend, c'est justement d'être encore plus capable d'utiliser nos mobiles pour tout faire. Oui. En fait, on a des temps très courts entre les moments où Oracle développe des choses dans leur labo de R&D et là où on obtient les produits. On voudrait que ça aille encore plus vite pour vraiment avoir une expérience utilisateur totale sur le mobile. Oui, on parle beaucoup de ce mobile, hein, il est au cœur de tout là aujourd'hui, et même dans des RH. Hein, on voit que c'est là-dessus qu'il faut tout parier. Une fois de plus, hein, nous tous, on utilise notre mobile en permanence. Je pense que ça a été assez douloureux pour nous trois d'abandonner notre mobile avant de monter sur le plateau. Dans cette logique-là, il faut que les applications d'entreprise correspondent au support qu'utilisent les gens au quotidien. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc avec nous Julie Kranga, qui est vice-présidente des systèmes d'information de Technique FMC, Étienne Delobel, qui est vice-président SIRH chez Ipsos, et Patrice Barbedette, qui est vice-président application RAG. Merci de nous avoir éclairé sur ce thème des RH et de la transformation numérique. Notre émission n'est pas terminée. On va se retrouver dans un instant. Coup de pouce à une start-up. On va parler blockchain. Et oui, c'est là aussi beaucoup d'interrogations autour de cette technologie et de ses usages surtout. Et puis, deuxième partie de l'émission, on parlera de l'expérience client. Oui, c'est un des éléments forts dans les RH, mais évidemment, lorsqu'on veut vendre du service, lorsqu'on veut vendre du produit, et on en parlera avec nos invités. Allez, restez avec nous sur BFM Business. Tout de suite, la start-up, on va parler de blockchain. 01 Business Forum, l'hebdo, coup de pouce à une start-up. Coup de pouce à la start-up Chain Orchestra avec Valérie Bridet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Chain Orchestra en charge du business développement. Alors Chain Orchestra, j'ai dit, c'est du blockchain, c'est ça? C'est vous travaillez dans cet univers? Oui, nous sommes un opérateur de blockchain. C'est-à-dire comme vous avez des opérateurs télécoms, nous sommes un opérateur blockchain. Donc si vous avez une application que vous souhaitez connecter à la blockchain, vous faites appel à Chain Orchestra. Alors, comment ça se passe concrètement? Quels sont le profil de vos clients? Et puis, comment ils vont intégrer votre solution à leur offre? Alors, en fait, le profil de notre client est très varié. Parce que, effectivement, la blockchain a commencé dans la partie financière. On a beaucoup parlé au niveau des banques. Mais aujourd'hui, on travaille avec des marketplaces, on travaille avec des services marketing, on travaille avec la supply chain. Enfin, c'est extrêmement large. Les domaines d'application sont énormes. Et en fait, nous, notre objectif chez Chain Orchestra, c'est de proposer une solution simple et peu chère pour travailler sur la blockchain. Donc si je suis sur une marketplace, concrètement, je fais appel à Chain Orchestra, vous venez installer j'imagine il y a du cloud et tout ça, vous venez installer un petit applicatif sur mon site internet, comment ça se passe? Alors en fait, notre blockchain est accessible via des API, donc il faut que vos équipes techniques de la marketplace se connectent via nos API à notre blockchain. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Parce qu'on sait que la blockchain, alors c'est en plein essor aujourd'hui, même il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur ce marché, sur la technologie, sur les usages. Qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, on va se tourner vers des sociétés comme vous, plutôt que d'autres? On imagine la concurrence assez large dans cet univers. Alors en fait, nous, pour l'instant, on est le seul. On est le premier opérateur blockchain. Donc il y en aura d'autres, bien sûr, mais pour l'instant, on est les premiers. Notre technologie est reconnue par les équipes blockchain d'IBM et d'Oracle. Donc on est une petite start-up, mais avec une compétence extrêmement forte. Et sur Hyperledger, on est les plus avancés au monde. Et quand vous dites opérateur, c'est vous opérez, c'est-à-dire vous travaillez dans plusieurs univers? Comment ça se passe? En fait, on travaille dans l'univers de nos clients. Donc, quel que soit l'univers, dès que vous voulez simplifier les process, et surtout sécuriser les données et les transactions, vous avez besoin de la blockchain. Aujourd'hui, est-ce qu'il est compliqué de convaincre des clients autour de la blockchain, ou est-ce que les gens ils ont compris que c'était important, ils ont compris qu'il y avait une révolution qui était en marche, ou alors est-ce que quand vous prenez rendez-vous avec un client, il y a déjà une heure et demie pour expliquer ce que c'est que cette technologie et puis en quoi elle peut leur être utile? Alors en fait, c'est très variable. Il y a des gens qui croient que la blockchain c'est 2025, et puis il y a des gens qui ont compris qu'avec nous, par exemple, la blockchain en production, c'est septembre 2017. Oui. C'est pas très très loin, hein. C'est maintenant. Et maintenant, il y a des places à prendre. Il y a des business énormes à créer, mais le timing, c'est maintenant. Alors, vous, Chain Orchestra, vous êtes nouveau, vous êtes créé en juillet 2016, c'est ça? Vous êtes combien de personnes aujourd'hui? Et vous, alors comment vous vivez? Vous cherchez des levées de fonds?
clients? Comment ça se passe? Alors en fait, on est 10 personnes, en réalité plutôt une quinzaine qui travaillons sur le projet à plein temps. Et effectivement, en ce moment, nous sommes à la fois en développement avec nos clients et puis aussi en recherche de fonds. Et alors aujourd'hui, dans le thème de la blockchain, et je crois que vous, chez Orchestra, ça fait partie de vos thématiques, on parle de blockchain privée. Voilà, pouvez nous donner un peu, nous éclairer sur cette notion de blockchain privée par rapport aux autres? Alors effectivement, on a beaucoup parlé d'Ethereum ou de Bitcoin, qui sont des blockchains publiques. Par rapport à ça, il y a des blockchains privées pour une filière, par exemple. Nous, ce qu'on propose, c'est une blockchain mutualisée. Quand vous utilisez un réseau télécom, vous n'entendez pas la conversation téléphonique de votre voisin. Oui. Plusieurs entreprises peuvent utiliser la même blockchain. Tout est crypté. Il y a uniquement celui qui a mis l'information sur la blockchain qui peut la lire. Donc, on peut fonctionner de façon mutualisée sur les blockchains. C'est beaucoup moins cher et plus efficace. Dans l'entreprise, qui sont Valérie Bridet, qui sont les interlocuteurs que vous avez autour de la blockchain? Alors, en fait, c'est en général... Ça reste encore technologique ou c'est plus métier? Alors en fait c'est en général souvent au niveau des directions générales parce que les enjeux sont relativement énormes. Oui. Donc en fait c'est des décisions qui se prennent vraiment au plus haut des niveaux des entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Donc on n'est pas uniquement dans le domaine technique. Non. On n'est pas uniquement dans le domaine métier. Non. Faut vraiment que ça remonte, vous le dites, dans les COMEX. Voilà, c'est au niveau du COMEX. De toute façon, on a parlé de RH au début de l'émission. C'est clair qu'il va y avoir des implications RH. Il va y avoir énormément de transformation de jobs. Parce qu'en fait, tout ce qui est contrôle, audit, certification, il y a plein de choses qui vont être simplifiées. Et donc, qu'il va falloir faire autrement en fait. Alors on est ici on enregistre cette émission depuis le Modern Business Experience, le forum Modern Business Experience au Carrousel du Louvre. Donc voilà, il y a un peu de monde. C'est quel type de profil vous allez rechercher, type de client? C'est des petites entreprises. On a l'impression que la blockchain, voilà, c'est plutôt pour des grands comptes. Vous parliez des finances tout à l'heure. Non, aujourd'hui, ça peut être des TPE, des PME. En fait, on a à la fois des clients très grands comptes et les entreprises du CAC 40, on travaille avec un certain nombre, mais on a aussi des startups. Parce qu'en fait, on peut faire des choses, mais vraiment énormes. Et donc, souvent, dans les startups, il y a des gens qui ont compris ce qu'on pouvait faire et et je pense qu'il va y avoir des nouveaux Google, des nouveaux Facebook, et des choses qui vont démarrer. Ça va démarrer là. Bon, eh bien, c'est tout ce qu'on espère en tout cas pour un nouveau Google, un nouveau Facebook autour de Chain Orchestra et de la blockchain. On en parle beaucoup. Grâce à vous, on voit que c'est un sujet vraiment de COMEX aujourd'hui. Merci Valérie Bridet d'avoir été avec nous pour ce coup de pouce à une start-up sur BFM Business dans notre émission 01 Business Forum, l'hebdo 01 Business Forum, qui sera on en parlera de blockchain. Ce sera le 28 septembre. On a un grand forum sur la transformation numérique avec des patrons, des DG qui viendront sur scène pour en parler. Mais nous, on se retrouve après une courte pause. On va continuer à parler de techno, on va continuer à parler de transformation numérique, d'expérience client avec nos prochains invités. Et puis on aura une autre start-up, vous verrez, en toute fin d'émission. Allez, à tout de suite sur BFM Business.